Salut, salut! Salut, c'est Party Time, vous êtes sur Acropolis. Je suis Adrien, on est ensemble pour 1 h 30. Salut Julie Agitation et bonjour Perceval 44. Et je ne connais pas la technique des 6 chapeaux, je n'ai pas vu le chat encore, je sais pas si ça fait référence à quelque chose. Salut Azuric, salut Sorbiu, salut tout le monde, salut la régie. Alors soyez gentils avec la régie aujourd'hui parce que ils ont pas encore mangé et il est tard. Ah, vous Et voyez pas ce que je vous mange. voyez pas, mais ils ont un truc à manger. Donc souhaitez-leur bon appétit parce qu'ils reviennent d'une matinée assez chargée et compliquée. On vous racontera ça la semaine prochaine, comme d'habitude. On décale d'une semaine les histoires pour créer un peu de storytelling, C'est tout ça, ça. un peu de suspense. Donc souhaitez-leur bon appétit, dites-leur bonjour à Sylvain et Raphaël. Et bonjour le chat, bonjour à tous. Et bonjour Marlène qui est à côté, qui veut pas se montrer à la caméra. Bonjour tout le monde. Ah, c'est une blague, sûrement. Non, 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 elle est vraiment là, c'est juste qu'elle se cache en fait. D'accord. Ah, bonjour. Je ne connais pas Marlène encore. J'ai vu, On t'a pas encore présenté j'ai vu Marlène. son bureau, mais je l'avais pas vu en vrai encore. Elle est beaucoup plus jolie que son bureau en plus. Hein. Surtout un peu vide en fait. Mais ça, Qui ça, son esprit ou non, son... le bureau. Ah, pardon. Mais bonjour Marlène aussi, donc je suis ravi de rencontrer. Eh ben, bonjour le chat, bonjour tout le monde. Alors, salut Alcanoïde, Perceval, j'ai Pour dit répondre à bonjour. Alilo, une histoire comme celle de la moquette, teaser, ouais, c'est un peu ça. La moquette, oui, je vois, d'accord. Ouais, ouais. C'est un peu dans l'esprit, enfin, c'est compliqué, des rebondissements, des demi-tours sur la route. C'était sympa. Ouais, c'est bien qu'ils puissent vous parler, comme ça je peux boire mon café parce que. C'est toujours un plaisir. Voilà, c'était très bien. Si je peux rendre service. Voilà, alors je sais pas si vous avez vu sur Twitter, ça a été annoncé. Aujourd'hui, on va parler de 3 choses. D'abord, on va commencer par parler du Front National. Comme ça, là, bien là. Ensuite, le Front National qui va pas très bien, hein, c'est pas facile. Ensuite, on va parler de Valls à Barcelone. C'était un sujet qu'on avait évoqué à la première émission où j'étais avec Jean. Et on avait beaucoup parlé de Valls, peut-être candidat à la mairie de Barcelone. C'était drôle et excitant, hein, quelque chose de nouveau. Et enfin, on finira par quelque chose de drôle pour le coup. C'est Castaner qui est parti 72 heures à la campagne, même pas électorale. C'est une vidéo de 20 minutes, mais bon, j'espère j'aurai le temps de tout vous montrer. Et, parce que je crois que ça vaut le coup quand même. Oui, Armitil, ça commence bien. Et à Zurich, Zidane qui quitte le Real, on en parle. Bah non, enfin c'est pas de la politique, sauf si bien sûr il prend la tête de l'équipe de France juste après la Coupe du Monde et que donc le contrat de Deschamps est cassé. Mais franchement, je sais pas, hein, je pense pas. Je crois que Deschamps il est confortablement installé à l'équipe de France pour au moins 2 ans encore. Peut-être que dans 2 ans on aura Zidane entraîneur de l'équipe de France et qui gagnera la Coupe du Monde, ce serait tellement Je beau. pense que s'il y a 3 défaites au premier tour de la Coupe du Monde, Deschamps est pas si bien installé que ça. C'est possible, mais je crois pas quand même. Moi non plus, on sait jamais. C'est vrai, mais genre quand même, enfin. Cela dit, si vous n'avez pas vu le clip du Pérou qui annonce qu'il est prêt à rencontrer la France, écoutez, je vous invite à aller le voir parce que Oui, pour le coup, il parle presque pas de foot. Il parle du Pérou, de ses habitants, de la crise. Il parle même de sexisme, de féminicide. Ah, c'est un sacré clip, c'est assez drôle. Même au premier degré, je veux dire, essayez de le trouver, il a été vachement diffusé. ouais. C'est assez beau comme. Faut un tout petit peu aimer le foot, au moins savoir que ça existe pour apprécier le clip parce qu'il y a des tas de métaphores de foot, mais c'est plus un clip sur le pays que sur le foot. Voilà, fin du foot, hein. Moi j'aime bien la Coupe du Monde, mais bon, le foot ça me gonfle Ça un peu. arrivera assez vite. Et ça va arriver, au risque de parler un peu des matchs, imaginez un match tombe pendant un live, qu'est-ce qu'on fait? On met dans un coin de l'écran, On annule le match. ou on met le streaming d'une chaîne algérienne ou une chaîne d'Amérique du Sud pour qu'on puisse voir en même temps. On s'arrangera. Alors, alors je sais plus qui dit qu'il y a une grosse actu à droite, Wasabi, Wasabi, oui. Alors je sais pas, moi je parle pas de tant de la droite, je vais parler beaucoup du Front National. De Castaner, est-ce que c'est la droite Castaner? Je pense qu'il faisait référence à Eric Woerth. Eric Verse. Ah oui, ouais. Ah mais là sinon c'est l'actu judiciaire. Trop. Déjà que je vais en parler avec le Front National, s'il faut que je parle de l'actu judiciaire avec les histoires des comptes de campagne de Sarkozy. La plupart sont trop jeunes pour avoir vécu cette campagne en plus ici. Hein, Raphaël. Bon, il réagit pas. Ouais, il n'a pas mangé donc forcément. C'est ça. Alors attendez une seconde, je fais un petit zoom sur mon fil conducteur. Voilà. Oui, parce que cette émission est préparée.
Cette émission est préparée. J'ai eu 3 minutes pour m'installer, je tiens à le préciser. Ce qui est déjà beaucoup. Ce qui est déjà pas mal. Je suis sûr que Jean a le record de 40 secondes. C'est possible. Alors bon bah déjà le Front National, hein, on va commencer tout de suite par parler du fait que demain ce parti fondé par Jean-Marie Le Pen change de nom. Ça fait longtemps qu'on attend, hein. C'est-à-dire que ça va devenir demain, après le résultat du vote, le Rassemblement National. Alors je dis que on sait déjà parce que de toute façon les militants n'ont pas le choix, ils ont le droit que de dire si c'est oui ou si c'est non, ils ont pas le droit de choisir le non. Il y a quand même peu de chances qu'ils disent non, c'est un parti assez discipliné, le Front National. Donc jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain, on dit les frontistes pour les membres du Front National. Je sais pas ce qu'on va dire pour les, à partir de demain, les rassembleurs, je sais pas. On verra bien. Je sais pas quel terme va s'imposer. Donc les militants sont consultés par courrier depuis le 9 mai, hein, et donc on saura demain à quelle hauteur ils ont dit oui à leur chef. Et parce que demain, elle sera vendredi soir dans un conseil national à Lyon, un conseil national élargi du parti, c'est-à-dire qu'il y aura les membres du conseil national plus d'autres, et ça je sais pas exactement. Salut Yoki5555. Et alors Perceval, tu parles du limite à 80 km/h. C'est une blague, le fameux RN, Rassemblement National, limité à 80 km/h comme les routes nationales. Ah, les routes nationales, oui, mais parce qu'il y a peut-être un séparateur central, donc ça peut rester à 90. Eh oui. Un séparateur central au FN. C'est pas très central le FN. Ah, tu peux être au centre du FN. L'homme il s'appelle Florian Philippot, il est parti. Il était central. Je sais pas, t'en penses quoi toi? Central au front peut-être, centriste, je sais pas. Je pense pas. Intéressant comme conversation. Intéressant. Parlons du code de la route plutôt. Alors ce que j'ai découvert en lisant un article sur ce nouveau nom, c'est que en fait c'est pas si bête, hein. Le nom fait référence au groupe parlementaire que le Front National avait réussi à avoir en 86 pour 2 ans, qu'ils avaient appelé Front National Rassemblement National, parce qu'en fait ils avaient 3 députés du CNIP, le Centre National des Indépendants et Paysans, qui est un petit parti de droite qui vivote en fait actuellement entre extrême droite et droite plus classique. Ils ont des élus dans le 92 par exemple. Et je connais un maire aussi en Seine-et-Marne qui avait fini par aller aux indépendants et paysans parce que plus personne ne voulait de lui. Donc voilà, c'est un parti qui est pas très regardant avec ses alliances. Donc ils avaient 3 députés en 86 et ils avaient rejoint le groupe du Front National. Indépendants et paysans. Indépendants et paysans, le Centre National des Indépendants et Paysans. Indépendant à droite, ça veut dire bien de droite, et paysan, paysan maintenant. Quelle réalité recouvre ce terme au sein du parti, je ne sais pas. Peut-être qu'à Dijon on sait plus parce qu'il y a des paysans à Dijon, je ne sais pas. Je dis ça parce que je vois Sylvain qui me regarde. C'est utilise l'expression je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. C'est intéressant. Alors, Desticle, ah bah c'est bien que tu poses cette question sur un rassemblement LR RN. Puisque en fait ça va pas très bien justement, il n'y a pas de raison qu'il y ait une alliance qui se crée à court terme en tout cas entre les Républicains et le Rassemblement National, puisque Wauquiez au contraire est plutôt sur une optique de prendre les électeurs du Front National, enfin, du Rassemblement National, c'est plus long à dire, ça va être chiant, hein, du RN, en allant chasser sur ces thématiques et surtout en prenant les thèmes, mais aussi bien sûr le ton et les idées. Mais surtout, moi, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de partis qui vont bien en ce moment. Je crois que tous vont à peu près mal, en tout cas plutôt fiévreux. Et même le Front National rencontre des difficultés et ils en ont de 2 ordres, hein. Ils ont des difficultés politiques et financières. Financières étant des difficultés judiciaires en fait. Et on va commencer par les difficultés politiques parce que c'est quand même les plus importantes. Alors, Kylian se moque de Dijon, d'accord. Et sinon, Alcanoid se dit que ça ressemble à un cheat code LR plus RN. C'est un Konami code quoi en fait. Konami code, c'est pas ça exactement, mais le Konami code est un cheat code. Kylian ne se moquait pas de Dijon et je tiens à le signaler parce que c'est pas souvent. D'accord. Par contre, il comparait Dijon avec une ville étrangère, mais ça c'est un autre débat. Alors, bonne question de Tube42 qui demande à quoi ça sert de changer un nom. À pas grand chose en fait, hein. Ça fait rarement oublier les ennuis judiciaires parce que la justice elle s'en fait du changement de nom, elle attaque les personnes physiques et même s'attaque les personnes morales, elle attaque les structures. Il n'est pas dit que la structure change en plus, de toute façon, c'est juste un changement de nom. C'est juste une histoire de com, ça peut marquer un changement d'orientation politique.
En l'occurrence, ça risque pas vraiment d'être le cas, je crois pas. Et, euh, et donc en fait c'est simplement une façon de changer, là pour le coup, de casser avec l'héritage de Jean-Marie Le Pen et d'en faire vraiment le parti de Marine Le Pen. C'est comme les changements de nom d'entreprise. Il y a Areva par exemple qui ne s'appelle plus Areva, je sais plus comment il s'appelle maintenant. Comme ils travaillent dans le nucléaire, ils ont souvent une mauvaise image, et comme il y avait en plus des affaires, ils ont changé de nom, et je sais plus comment ça s'appelle Avant maintenant. c'était la Cogema, Et après avant c'était la Kojima, Areva. pareil il y avait eu des polémiques, il y avait eu des problèmes. Et donc ils changent de nom pour, au moins dans une partie de l'esprit d'un certain public, ce soit plus associé aux problèmes, aux polémiques, Orano, Ah oui, voilà, Orano merci c'est ça. Kylian. Ouais, un nom qui fait référence à Uranus, Et non pas à Nadine. Non. et non pas à Nadine, voilà exactement. Mais je suis pas sûr que les gens soient dupes en fait, je suis toujours assez étonné Bah, de ça. le problème c'est que les gens qui sont intéressés à ces sujets, enfin, on en connaît, on a beaucoup de gens comme ça autour de nous, donc on a ce biais de nous y intéresser et d'avoir cette sensibilité. Les gens, euh, les gens du quotidien, la France d'en bas finalement. Alors je ne me considère pas dans la France d'en haut. Ah merci pour le logo du Front National, ça fait bien plaisir d'avoir sa tête à côté. Bah, je comprends. Moi Je pense que les gens qui s'intéressent pas à l'actualité comme nous, en termes d'intensité, qui n'est ni la France d'en bas ni la France d'en haut, ni on s'en fout en fait, c'est une la blague France évidemment. politisée qui s'intéresse à la politique. Exactement, je pense que ça peut avoir un impact dans une certaine mesure pour un certain public. Admettons, moi je suis pas sûr que ça ait fait oublier les affaires des emplois fictifs du RPR par exemple, le fait que ce soit devenu l'UMP, Bah, puisque les gens étaient les c'est plus mêmes. vraiment le RPR, c'est C'est devenu autre chose. l'UMP, puis c'est devenu les LR, et on enfonce le bébé avec l'eau du bain, quoi. C'est ça. Mais les noms changent et les têtes sont restées les mêmes, c'est ça qui est drôle en fait. Dans nos cœurs, ils sont toujours présents. C'est ça. Je vous présente Jean Massier. Oh, j'ai Jean en face de moi, c'est incroyable. Vous l'avez pas Il dit entendu, mais bonjour. il vient de dire bonjour à tout le chat. Alors Perceval nous rappelle les noms de la droite, hein, c'est bien, oui, parce que c'est le RPF, l'URAS, le RS, l'UNR, l'UDVE, l'UDR, le RPR, l'UMP et LR, tout ça entre 1947 et 2015, et ça fait beaucoup de noms, savoir que le Parti Socialiste n'a pas changé de nom depuis les années 70, et qu'avant c'était les SFIO depuis 1900 quelque chose, donc on est plus conservateur sur les noms à gauche qu'à droite, ou moins marketing, je sais pas, c'est à vérifier. Tout ça pour revenir au Front National qui donc change de nom demain et qui s'appellera le Rassemblement National, et qui, niveau politique, a du mal à avoir des alliances autour de soi, puisque avec Wauquiez, ça paraît mort, hein, puisqu'il cherche plutôt à concurrencer, et que même Dupont-Aignan souhaite lancer sa propre liste, avec deux partis, le Parti chrétien-démocrate, qui était le parti fondé par Christine Boutin, et là on retrouve le CNIP, donc nos fameux indépendants et paysans, qui apparemment font faire une liste l'année prochaine avec Nicolas Dupont-Aignan, donc Debout la France, le Parti chrétien-démocrate et le CNIP. Ah, je sens que ça va être... Voilà, bon, pour l'instant il y a un parti, il aurait été crédité dans un sondage de 7%, mais ça, les sondages à un an, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà, comme dit Jean-Michel, un Jean sauvage est apparu. Mais sinon, ça va pas bien non plus au Parlement européen, puisque en fait là, ils sont arrivés 24 candidats 24 élus en 2014, et aujourd'hui, ils n'en sont plus que 16 du Front National. Il y en a certains qui sont partis dans un groupe d'extrême droite concurrent, qui est le NLDD, qui est dirigé par Nigel Farage du parti UKIP, qui est le parti indépendantiste britannique, pro-Brexit, plutôt classé à l'extrême droite, et ou alors ils vont siéger chez les non-inscrits comme Jean-Marie Le Pen, qui donc est parti bouder sur son propre banc. On se souvient que Marine Le Pen avait eu du mal à créer son groupe parlementaire au Parlement européen d'ailleurs. Ouais, c'est la difficulté des groupes au Parlement européen, c'est qu'il faut avoir un nombre minimum d'élus et un nombre minimum de pays. Je crois que c'est 7 C'est pays. 7 pays, exactement. Donc il vous suffit de 1 par pays, mais comme il faut une vingtaine d'élus, si je me trompe pas, c'est difficile. Et c'est toujours difficile à l'extrême droite parce que même les partis d'extrême droite n'arrivent pas forcément à se mettre d'accord entre eux, car ils ont souvent des différends entre voisins. Ce qui fait qu'un parti d'extrême droite français aura parfois du mal à être allié avec un parti d'extrême droite belge ou italien, ou allemand, mais par contre on aura aucun problème avec des néerlandais ou des suédois, et vice versa. Bon, c'est pas une règle absolue, mais c'est souvent un peu ce genre de problème qu'ils ont. Et c'est pour ça qu'il y a souvent 2 voire 3 groupes d'extrême droite au Parlement européen, plus des non-inscrits.
ce qui réduit beaucoup leur Leur force de poids. frappe politique, puisque au lieu d'avoir un groupe énorme avec 80, 110 élus par exemple, ils se retrouvent avec des groupes de 20, 25, 30 personnes, et donc des moyens réduits d'autant, plus des gens qui sont un peu dispersés en non inscrits, c'est-à-dire avec aucun groupe parlementaire et donc aucun droit de groupe, c'est-à-dire les bureaux, les équipes parlementaires et les droits à poser des questions. Enfin, pas de questions au Parlement européen, mais disons l'équivalent, et surtout le droit à poser des amendements sur les textes de directive. Et donc ça réduit d'autant le pouvoir politique de l'extrême droite au Parlement européen. Et puis l'absentéisme de certains députés européens réduit d'autant plus la capacité à avoir un poids. Oui, mais ça, je ne porterai pas de jugement car Ah, mais je ne tous dis les partis personne en sont victimes de cet particulier, absentéisme. évidemment. Et je dis pas ça parce qu'on parle du Front National, évidemment. Non, pas du tout, C'est pas mon genre. pas du tout. C'est ils sont jamais bien filmés comme il faut par les services gauchistes du Parlement européen. Alors pourquoi il y a autant de défections en fait? Parce que quand même 24 à 16, ça fait, si je me trompe pas, 8 personnes qui sont parties, hein. Donc bon, il y a Jean-Marie Le Pen qui est parti, il y a aussi Florent Philippot, lui il est parti sur des raisons... Alors Jean-Marie Le Pen est parti sur des raisons qu'on va qualifier de personnelles, hein, avec son conflit avec sa fille, mais qui est aussi politique sur la ligne du parti. Florent Philippot aussi est parti, mais sur une ligne différente, hein. Jean-Marie Le Pen était garant d'une ligne historique du Front National. Florent Philippot était plus garant d'une ligne plus républicaine, disons, et souverainiste, puisqu'il vient de chez Jean-Pierre Chevènement, à pas oublier, qui est plus dans la France éternelle, la France qui peut agir seule. Et donc Florent Philippot était partisan de la sortie de l'euro, par exemple, alors que Marine Le Pen avait fini par abandonner cette sortie de l'euro. Et sinon, des fois, c'est des problèmes plus personnels, hein, comme le fait simplement que les gens préfèrent partir pour éviter de couler avec Marine Le Pen, en tirant des conséquences de sa prestation assez peu mémorable de la campagne d'entre-deux tours de la présidentielle, notamment le débat du deuxième tour. Si je vous fais ça, vous voyez sûrement de quoi je veux parler. Alors Mitil nous dit qu'en 2014, Le Pen a fait moins qu'aux scrutins départementaux régionaux, et si on observe toutes les autres européennes, c'est pas leur meilleur score. Non, vérifié, en 2014, Le Pen est arrivé en tête, hein. C'était le premier parti. Ils ont fait un score de 24 ou 25%, et c'est pour ça qu'ils ont eu autant d'élus. C'était leur meilleur. Alors, sûrement en termes de voix, c'était pas du tout peut-être leur meilleur score, parce qu'avec la participation qui est ridicule aux européennes, c'est pas le meilleur, c'est pas là où ils ont fait le plein d'inscrits, comme on dit. Ils avaient sûrement moins de voix que Marine Le Pen en a fait au premier tour de la présidentielle. Mais par contre, sur le score, est-ce qu'ils étaient en tête? Alors, élection européenne 2014. Allez, Front National 24,86%. UMP 20,81%. PS 13,98%. aïe 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 aïe. UDI Modem 9,94%. Europe Écologie Les Verts 8,95%. Front de gauchiste 61%. Debout la République 3,82%. Nouvelle Donne 2,90%. Quand même. Et voilà. Merci pour ce rappel. Ça, on a les chiffres exacts. Ce qui correspond à donc 24 sièges effectivement pour le FN. Une vingtaine de sièges pour les Républicains. 20 pour l'UMP, 13 pour le PS, 7 pour les centristes, 6 pour les Verts, 4 pour le Front de gauche, et c'est tout. Merci. Voilà. Merci la régie. Toujours un On peut plaisir. remercier Sylvain pour ses chiffres. Source de précision Wikipédia, évidemment. chirurgicale, source Wikipédia, mais sur les résultats électoraux, c'est tout à fait fiable. Je peux en témoigner. C'est toi qui es trafic. Tout à fait. Tu sais bien Mon de quoi historique tu parles. de Wikipédia ne consiste qu'en traficage de chiffres d'élections pour ensuite poser des recours au Conseil d'État Évidemment. et les faire invalider. Mais alors le Front National, ils ont des problèmes, pardon, le Rassemblement National, ils n'ont pas seulement des problèmes politiques de défection, hein, ils ont aussi des problèmes juridiques, et ça fait maintenant 2 ans que ça traîne, puisque ça a commencé pendant la campagne, enfin un peu avant la campagne de la présidentielle, et pendant que tout le monde était à fond sur ce qu'on a appelé le Penelope Gate de François Fillon, et qu'on découvrifiait que sa femme avait travaillé, il y avait en fait pour le Front National l'affaire dite des assistants parlementaires du Parlement européen. Donc en fait, grâce à leur groupe et grâce à leurs élus, les députés européens du Front National emploient une soixantaine d'assistants parlementaires, bon, pour les aider dans leur mandat, hein. Le rôle d'un assistant parlementaire, c'est d'organiser l'agenda de l'élu, les rendez-vous, l'accompagner dans ses déplacements, lui préparer ses dossiers, ses interventions.
euh, l'aider éventuellement à se forger une position sur un sujet précis. Sauf que donc ces députés, ces assistants parlementaires sont payés directement par le Parlement européen, dans la limite d'une enveloppe globale qui correspond pour le Parlement européen de à peu près 24 000 euros par député. Donc c'est pas mal, ça permet de payer pas mal de gens et de bien les payer. Une enveloppe annuelle, si je me trompe pas. Et sauf que le Parlement européen a fini par émettre des doutes en 2015 sur le travail réel de ces assistants parlementaires au Parlement européen, puisqu'il y avait un doute sur le fait que ces gens étaient payés par le Parlement européen mais allaient travailler au siège du Front National. Ça, parfois des gens qui n'auraient apparemment jamais mis les pieds à Bruxelles dans le siège du Parlement européen. Et donc on avait les traces de badge et en fait justement il n'y avait pas de traces de leur badge puisqu'il faut badger pour entrer et que donc il n'y avait pas de traces de ces badges. Donc le préjudice serait élevé à peu près 5 millions d'euros, donc c'est quand même beaucoup. Alors oui, Perceval ou à Strasbourg pour le Parlement européen, sauf que le gros du travail est à Bruxelles, puisque c'est là que se fait tout le travail et que les députés européens ne vont à Strasbourg que pour ce qu'on appelle les plénières, c'est-à-dire les séances où ils sont tous dans cet immense hémicycle qu'on voit à la télé, qui est tout bleu là, et gigantesque, parce qu'ils sont quand même 700 à devoir s'asseoir dedans. Et par exemple, c'est là que Macron a fait son discours au Parlement européen. Et par contre, le travail des commissions, le travail des députés européens se fait la plupart du temps à Bruxelles. Et donc d'ailleurs, entre les sessions à Bruxelles et à Strasbourg, il y a une noria de camions Ben qui fait l'aller-retour avec les dossiers papier. Oui, oui, c'est numérisé mais sur du papier. Et tout ça parce que la France ne supporterait pas visiblement de perdre un siège européen à Strasbourg. Et ça fait aussi de l'hôtel à Strasbourg, donc c'est un peu compliqué maintenant d'arrêter. C'est compliqué, mais c'est une question de choix politique. C'est un choix politique, absolument. Tout comme le choix de savoir où on met les sièges des institutions européennes, comme l'institution du médicament qui va quitter Londres et qui va aller à Amsterdam. Et une qui va rejoindre Paris, mais je ne sais plus laquelle. Peut-être Sylvain peut nous dire ça, lui. Excuse-moi, je cherche l'information sur le montant de l'enveloppe pour les assistants parlementaires. Moi, Chaque député européen dispose d'une enveloppe de 21 349 euros mensuels mensuel, voilà. pour Merci. rémunérer l'ensemble de ses assistants, qu'ils soient accrédités ou locaux, c'est-à-dire en circonscription. Ok, merci. Oui, annuel, ça me paraissait trop petit. Oui. Ouais, c'était vraiment une personne pour un petit salaire. Alors que là, 24 000 euros, enfin une vingtaine de milliers d'euros mensuels, on peut payer 2 ou 3 personnes largement, tranquille, et bien les payer pour qu'ils fassent du bon travail. On peut en avoir 2 ou 3 au Parlement et une personne en circonscription. Ouais. Même si pour les députés européens, ça veut dire pas dire grand chose puisque c'est des très très grosses circonscriptions Ça sur la taille du pays. Ça va encore changer l'année prochaine. Voilà, c'est la taille du pays en fait. Mais ça veut pas dire que des députés vont pas s'implanter plutôt en Bretagne, plutôt dans une région en particulier, une ville, selon leur lieu en fait de militantisme. Mais s'ils sont en Ils sont en circo, circo, ouais. comment ils peuvent justifier leur travail? Parce qu'ils font du travail en relation avec le travail du député. Alors effectivement, là actuellement, les députés européens ont une circonscription, donc on peut dire que les choses qui concernent la circonscription et qui sont en rapport avec son travail européen ont une justification. Là, c'est vrai qu'avec le fait qu'il soit élu d'une liste nationale, ça peut peut-être compliquer les choses pour des parlementaires, enfin pour des assistants parlementaires enfin oui, sur le terrain quoi. Maintenant, si la personne décide d'être plus active et que ils sont, je sais pas, 15 élus et qui se partagent la France, eh ben, après tout, si c'est du travail de parlementaires en France, limité à une ou deux régions françaises, ça peut tout à fait justifier. Merci Kylian pour l'autorité bancaire, super. Voilà, c'est l'autorité bancaire européenne qui est transférée à Paris. Je ne sais plus quelle est sa mission exacte, mais ça va être vachement important. Et donc en fait, cette affaire, elle a fini par, elle s'est finie et ils ont été reconnus coupables par l'enquête du Parlement européen, qui aujourd'hui retient, enfin fait une ponction sur les indemnités parlementaires de certains élus du Front National pour récupérer ces 5 millions d'euros de préjudice. Donc ça veut dire qu'au lieu de toucher 6 500 euros à peu près d'indemnités parlementaires, eh ben ils en toucheront moins. Alors j'ai pas le détail parce que j'ai pas retrouvé le jugement. Je suis désolé. Faut savoir que j'ai préparé cette émission très tard hier.
et que je comptais sur vous, la régie et le chat, si vous saviez, pour trouver la bonne somme en fait. Mais là, toujours au Parlement européen, ils vont se retrouver sous le coup d'une nouvelle enquête en fait, puisque il y a des soupçons de favoritisme familial assez fort dans le choix des prestataires de campagne du Front National, avec en plus surfacturation. Donc vous vous souvenez peut-être qu'il y avait eu une polémique sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron, puisqu'il aurait eu des ristournes en fait de la part de JL Events, qui est un organisateur d'événements et un loueur de salles. Bah là en fait c'est l'inverse, c'est-à-dire que le Front National aurait fait appel à des prestataires de la famille, mais que les prix auraient été gonflés. C'est-à-dire comme ça, et ben, vous avez une facture qui est plus grosse, vous savez que vous allez être remboursé de votre campagne, donc vous payez plus cher le prestataire, et en fait comme ça l'argent va au prestataire. Sauf que en campagne électorale, s'il y a bien un principe auquel il faut se tenir, c'est que il faut appliquer les prix du marché et rien que les prix du marché. Euh, une entreprise n'a pas le droit de faire de ristourne et n'a pas le droit non plus de se servir sur le dos de la campagne pour profiter de tout ça. Et c'est aussi sur une histoire de surfacturation que les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon sont actuellement sous le coup d'une enquête. Oui, exactement. Alors, il y avait en plus, il y a deux choses. Il y a la surfacturation, le fait qu'il Début y ait... d'une information, je crois. Qui quoi? C'est le début d'une information, c'est pas une mise en examen, c'est pas une. Il y a une enquête. Il y a un début de travail Ouais. Mais il y a plus... oui, il y a le soupçon fait aussi d'avoir monté faire un montage financier avec une entreprise qui n'avait qu'un seul client, à savoir la campagne. C'est-à-dire en fait l'entreprise de Sofia Chikirou, si je ne Oui, m'abuse, absolument. plus l'emploi abusif d'auto-entrepreneurs. C'est-à-dire qu'eux-mêmes n'avaient qu'un seul client, la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Et en fait, quand vous êtes en freelance ou même en entreprise, n'a pas le droit d'avoir qu'un seul client, puisque ça peut être du salariat déguisé. Exactement. Enfin, c'est pour les entrepreneurs individuels. Une PME, c'est pareil. Enfin, PME, c'est une pareil. SARL ne peut pas avoir qu'un seul client. D'accord. Sinon, ça peut être considéré comme une externalisation de service. En Ok. tout cas, j'avais lu des affaires là-dessus où, alors si c'est 80%, je crois que ça passe, mais disons que c'est un seul client à 100% pendant 2-3 ans, l'URSSAF peut commencer à se poser des questions. Très bien. Et tu peux, je crois qu'il peut y avoir des arriérés avec des réintégrations, ouais. Ça peut faire très mal. Oui, mon ancienne boîte avait connu ça. Il y avait des formateurs en informatique qui étaient indépendants, mais qui bossaient toujours pour la même boîte de Eh ben voilà. production de logiciels. Et du coup, il y a eu prud'homme, réintégration, arriéré, arrangement, etc., etc. Voilà, ça peut Et ça faire... coûtait une fortune. Ça a dû coûter une fortune, effectivement. Voilà, alors c'est un article de Mediapart qui est là, c'est pas un accès libre et qui décrit tout ça. Je sais pas si on aurait le droit de vous mettre un PDF sur le Discord ou le chat après l'émission. Mais bon, vous connaissez peut-être quelqu'un qui est un abonné. C'est un article donc sur les soupçons de favoritisme familial dans les comptes de campagne. Et donc, comme ça, juste pour vous dire les sommes en jeu, hein, il y aurait 29 plus gros prestataires, donc c'est-à-dire ceux qui ont touché plus de 50 000 euros. On commence à taper dans des sommes importantes, hein. On trouve l'entreprise du fils du trésorier du FN, qui s'appelle Valérand de Saint-Just, hein, le trésorier du FN. Il est élu à Paris d'ailleurs, enfin au conseil régional, mais il habite à Paris. Axel Lousteau, qui est un conseiller régional aussi, qui... Attendez, je reprends ma phrase sur l'entreprise. Des entreprises qui appartiennent à Axel Lousteau, voilà, ou à ses proches, ou alors une agence liée à Frédéric Chatillon, qui était coordinateur technique de la campagne. Des sommes qui en fait à chaque fois ont été remboursées au parti par la République française, puisqu'il avait fait plus de 5%. Et il y a aussi les locations d'imprimantes et de copieurs, puisque la candidate du Front National avait choisi une entreprise qui s'appelle Print Value, une société qui appartient à un certain Guy de Saint-Just, 38 ans, qui est fils du trésorier du Front National. Voilà. On parle d'argent et là... Perceval... Ah merci Perceval 44. Attends, je suis un peu perdu. Mais non, mais tu as... Perceval a offert un sub à offert Kylian. un sub à Kylian, mais c'est super gentil ça. Faites-vous des bisous. Ah là là. On veut les voir. On veut les voir. On veut un selfie bisou là, quand vous voulez. Mais c'est super gentil. Bravo. Je sais pas si c'est l'anniversaire de Kylian, mais en tout cas c'est un cadeau et c'est très gentil quand même. C'est très gentil. Le retour de Perceval le fou. Perceval le fou. Pendant le FFS, Perceval avait organisé des paris sur les prestations de gens sur Trackmania et sur PUBG. Et le vainqueur du pari se faisait offrir un sub par Perceval. D'accord, d'accord. Super. Faudra que je joue. Faudrait essayer Trackmania quand même, ça a l'air d'être un jeu bizarre. Jeu de voiture où on n'est pas avec les autres et où on recommence au début quand on se trompe. C'est ça.
C'est du contre-la-montre. C'est un contre-la-montre, ça a l'air assez particulier. Vous savez, là, comme je vous parle, je n'ai absolument jamais joué non plus, ni à Rocket League par exemple, donc, ni à PUBG. Terrible. C'est à se demander comment Sylvain peut accepter que je sois face à lui. Heureusement qu'un mur nous sépare. Voilà, donc tout ça pour faire un petit bilan du Front National qui a des difficultés politiques, qui a des difficultés financières et judiciaires. Comme beaucoup de partis, les européennes vont être décisives, hein. C'est-à-dire que en fonction de son score, je ne sais pas où on pourrait mettre la barre de la réussite du Front National. Est-ce qu'il faut qu'il dépasse 20 pour qu'on considère que c'est une réussite? Est-ce qu'à partir de 15 on estime que ce sera honorable? Il est probable qu'il fasse pas un aussi bon score que la dernière fois et qu'il y ait plein d'élus qui ne soient pas réélus. Et de toute façon ça risque, sauf changement, parce que comme je dis, les sondages à un an des élections ça veut pas dire grand chose. Mais en tout cas ça va être décisif pour savoir si oui ou non le parti va bien. Surtout parce que la concurrence en fait est forte sur deux fronts. Deux fronts, hein. Sur le flanc des Républicains, on va dire le flanc gauche du Front National, mais une concurrence qui n'est rien face à celle qui se prépare en fait en union des droites, qui est en germe actuellement à l'école dont on a parlé la semaine dernière, l'ICEP, avec Marion Maréchal, nièce de Marine Le Pen, hein, je le rappelle, qui est directrice de cette école, où devrait germer une génération de dirigeants d'une droite qu'on va qualifier de traditionnaliste, de droite dure, je sais pas quel terme on pourrait prendre, voilà, qui peut-être serait la nouvelle droite française, un peu nationaliste, un peu réactionnaire, et un peu libéral économiquement, un peu de tout ça. Qui dit bonjour, salut Acropolien, bienvenue à toi, on finit de parler du Front National. Qu'est-ce que ça va changer le fait que... C'est une question à laquelle j'ai la réponse, mais ça peut être intéressant. Vu qu'on va passer des circonscriptions régionales à la circonscription nationale, qu'est-ce que ça va changer dans la répartition des sièges? Ah, Est-ce que tu peux nous expliquer ça? je peux expliquer ça. T'aurais dû me le dire, j'aurais apporté des calculs. J'aurais pu te montrer. Non, mais ce que ça va changer, c'est que donc auparavant, sur deux élections seulement, je crois que c'est que depuis 2004 que nous votons par grande circonscription, Oui, donc je crois. 3 élections. Donc la France a été divisée en grandes circonscriptions régionales qui ont regroupé des régions en fait pour faire des grosses régions, sauf l'Île-de-France. Et il y avait aussi une énorme circonscription qui faisait la moitié du globe, celle des dom-toms, qui n'ont absolument aucun intérêt, puisque qu'est-ce que les gens de la Réunion ont en commun dans la problématique du quotidien, enfin et géographique, avec les gens des Antilles ou de la Guyane? Eh bien, l'euro. L'euro, oui. Voilà, Et le fait de parler français, sans doute, mais bon. aussi. Et donc il y avait des grandes circonscriptions, sauf pour l'Île-de-France, donc qui était toute seule, qui était censée rapprocher les élus européens des gens, mais bon, ça n'a absolument pas marché, ça a même encore plus éloigné finalement, parce qu'on y comprenait encore moins. Et en fait, cette façon de découper et de calculer les scores a renforcé les effets de seuil, mon cher Sylvain. Le savais-tu? Je pense qu'il le savait et que sa question était toute rhétorique, car il connaît la réponse. Mais en fait, ça veut dire que les gros partis étaient favorisés, puisqu'à chaque fois, en fait, ils remportaient. Il n'y a pas de prix majoritaire, parce que c'est une vraie proportionnelle. Proportionnel intégral. Mais toutefois, comme il y a un seuil d'élection à 5%, ou 3, je crois que c'est 3 en fait, eh bien, il y a des voix qui sont perdues. Je crois en avoir parlé ici même. Donc, en fait, ces voix sont réparties après au prorata de la proportionnelle. Et donc, plus vous êtes gros, et plus vous récupérez les voix perdues par les petits partis qui ont fait des petits scores. Ça permet aussi peut-être ça permettait à des partis régionalistes d'avoir un élu alors que leur score national ne leur a pas permis. Un exemple, le parti de Philippe de Villiers, alors je ne sais plus comment il s'appelait à l'époque, le MPF, le Mouvement pour la France, avait réussi à avoir un élu, alors je crois que c'était Philippe de Villiers lui-même, parce qu'il avait surperformé dans la circonscription du Grand Ouest qui réunissait la Bretagne, les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes, si je ne m'abuse. À moins que le Poitou-Charentes c'était avec l'Aquitaine. Non. Ah bon, dans sa circonscription, parce qu'il avait fait un très gros score en Vendée, donc il avait eu un élu. Mais si vous aviez rapporté son score si vous aviez pris son score national, et bien en fait il aurait eu 0 élu parce qu'il avait à peine dépassé les 3%, ou même pas d'ailleurs, il n'aurait même pas eu de quoi avoir un élu. Donc en fait, deux choses, ça va arrêter de favoriser les très gros, puisque ça va lisser en fait les effets de seuil, et donc en fait un parti qui va être arrivé en tête partout aurait moins cet effet d'arriver en tête à chacune des circonscriptions.
Donc ça va lisser son avantage et ça va ensuite retirer un avantage que des partis très présents, juste une partie du territoire, pouvaient retirer. Et donc par exemple le MPF est sûr de n'avoir aucun élu parce que jamais il n'arrivera tout seul en tout cas à avoir un score assez important au niveau national pour obtenir un élu. Je vous donne l'exemple d'un résultat qui a eu lieu en 2004 en région centre, enfin Massif Central Centre. Donc c'était 2004, c'est le résultat qui me semble le plus intéressant au niveau des Limousin, chiffres. Auvergne, centre. Voilà, c'était une circonscription qui n'avait Ouais. aucun intérêt géographique en fait. C'est juste le milieu quoi en fait. Voilà, c'est le milieu et qui faisait 1000 km de long ou 700, enfin un truc Sans hallucinant. une répartition par population. Et donc les résultats c'était le PS avait fait 31,23%, l'UMP 20,36%, l'UDF, oui l'UDF existait à l'époque, Oula, oui, tu remontes loin là. 9,96, le FN avait fait 9,64, et après MPF, les Verts, ils ont 0 siège, donc ça m'intéresse, c'est moins intéressant dans l'exemple. C'était quelle année là, excuse-moi? 2004. 2004. PS, donc 31%, ils ont eu 3 sièges. L'UMP, ils ont fait 20%, ils ont eu 2 sièges. L'UDF, qui a fait 9,96%, a eu 1 siège. Le FN, qui a fait 9,64%, a eu 0 siège. Et ben voilà, merci d'illustrer cet effet de seuil avec brio. Ça s'est joué à 4000 sièges près, 4000 voix près. 4000 voix après, ouais. Merci Sylvain. Quand il y en a qui se plaignent de 600 000, là c'était que 4000 et... Ah bah plus c'est petit, plus moins il y a de participation et plus chaque voix compte. Hein. Si on vous dit de pas aller voter parce que votre voix compte pas, dites-vous que des fois ça se joue à vraiment rien du tout. Surtout sur les élections locales. Donc comme en 2020 c'est les municipales, des fois ça se joue à vraiment rien du tout. Voilà, et Kylian, pour le qui coup, les son maire, a municipales, été il y a élu une à 6 prime voix près. majoritaire par contre. Il y a une prime majoritaire, exactement. Oui, mais si tu fais 50,2%, ça peut se jouer à 60 voix, voire Oui, moins. oui, bien sûr. Mais par contre, effectivement, tu as une prime majoritaire. Et qui est différente entre le premier et le second tour en plus. Si tu as Non. plus de 50% au premier tour au municipal, tu as une prime de 50% plus la proportionnelle. Pareil au deuxième tour. Non, 25. Non, c'est 50. 25. 50. En France métropolitaine, c'est 25. À Paris, c'est peut-être 50, mais je t'assure. Je t'invite à vérifier, mais je sais qu'au deuxième tour, c'est quand même 50 encore. D'ailleurs, on va parler d'une autre élection municipale qui se prépare. Alors, vous savez que... non, je sais pas si vous savez, hein, mais il se trouve que en 2019, il y a les élections européennes de toute la... De toute le... Attendez, voilà, non, oui, merci à Mithil d'être d'accord avec moi. C'est bien 50 au municipal et le 25%, c'est au régional. Une prime majoritaire pour assurer que la liste arrivée en tête ait une majorité aussi au sein du conseil. Parce qu'en France, on n'aime pas trop la proportionnelle. Hein. La seule élection à la proportionnelle, c'est les européennes, parce qu'on n'a pas trop le choix en fait. C'est imposé par l'Europe. Encore Bruxelles. Alors, bon, Sylvain va avoir sa réponse. Donc en 2019, c'est les élections européennes dans toute l'Europe, mais c'est aussi les élections municipales à Barcelone. Et il se trouve que à la première émission, on en avait parlé, il y avait Jean à côté de moi, il n'était pas dans le canapé comme il est là, je ne sais pas, peut-être qu'il mange, peut-être qu'il boit un coup. Et on avait parlé, parce que le chat avait posé la question, je crois, de Manuel Valls pressenti pour être candidat à Barcelone. Et bah figurez-vous que ça se précise. Et ça m'a donné envie de vous parler des partis espagnols parce que c'est un peu c'est bientôt les vacances, c'est bientôt l'été, peut-être que certains d'entre vous iront en Espagne en vacances et que comme ça vous saurez quand vous verrez une affiche dans la rue à quel parti ça se rapporte et ça c'est toujours bien franchement, enfin moi ça me plaît en tout cas. Et donc figurez-vous que comme quand même Manuel Valls est né en Catalogne, il est né dans le quartier d'Horta à Barcelone même, on a même le nom de la clinique en fait, c'est la Ferroviara. Donc c'est très précis, hein, c'est à la rue Campo Amor, hein, c'est le champ de l'amour, en catalan je pense. Hein. Et donc il a tout à fait le droit de se présenter. Donc il a grandi à Barcelone. Et alors j'ai vu sur sa fiche Wikipédia qu'il faisait partie du club très fermé des personnalités politiques élues en France qui ont acquis la nationalité française par naturalisation. Et la liste des noms est assez courte, donc je peux vous la donner. En fait, il n'y a que Sergio Coronado, qui était député écolo, Anne Hidalgo, maire de Paris, Esther Benbassa, actuelle sénatrice écolo de Paris, Eva Joly, qui a été députée européenne des écologistes, Jean-Vincent Placé, encore un écolo, non mais c'est pas possible, qui a été sénateur et ministre également, Najat Vallaud-Belkacem, qui a été ministre de l'Éducation nationale et qui a été élu à Lyon,
Bouya Amir Chahi, qui a été député des Français de l'étranger au mandat précédent, Eduardo Riancipel, un socialiste aussi qui était élu en Seine-et-Marne, ou Kofi Yamian, qui était un socialiste élu en Bretagne, dans je ne sais plus quelle ville par contre, et lui qui avait même la double nationalité, puisqu'il a été candidat ensuite dans son pays d'origine, mais je ne sais plus si c'était le Togo ou le Ghana. Ah, ce sera intéressant de vérifier. Et donc en fait, sa candidature est rendue possible non pas parce qu'il a la double nationalité, en fait à l'époque où il a été naturalisé c'était pas possible, donc il est 100% en français, il n'est pas et français et espagnol, mais les lois européennes depuis 1995 permettent en fait aux citoyens européens de voter, mais surtout de se présenter aux élections locales, donc en fait et aux listes et aux élections européennes. C'est pour ça qu'en fait aux élections européennes, vous êtes étranger européen dans un pays, vous pouvez aller voter. Vous n'avez pas besoin de rentrer chez vous pour voter. Et aux élections municipales également. Donc en France, c'est depuis 1999 que ce droit est autorisé pour tous les étrangers, les résidents communautaires, c'est-à-dire de l'Union européenne. Par contre, en France, et ça, on partage ce truc avec 9 autres pays d'Europe, vous n'avez pas le droit d'être président, d'exécutif ou maire si vous n'êtes pas français. Même pas maire adjoint d'ailleurs. Donc ce que veut faire Manuel Valls ne serait pas possible pour un Espagnol en France, qui ne pourrait pas être tête de liste, enfin surtout qui ne pourrait pas être maire d'une ville. Donc si jamais Ada Colau veut être maire de Paris ou de Perpignan ou de Marseille, Ada Colau c'est la maire de Barcelone, veut se présenter en France, elle ne pourra être que conseillère municipale, mais jamais maire d'une ville, car c'est impossible pour un étranger, donc quelqu'un qui n'est pas français, d'être maire en France. Et alors je ne sais pas pourquoi, mais ça c'est une impossibilité. Donc on peut faire une invasion d'une ville en fait d'après Desticle si les Français sont majoritaires quelque part. Bah, il faudrait que ce pays autorise en fait les Français, enfin les non nationaux quoi, d'être à la tête de la ville. Il faudrait vérifier quels sont les 9 pays qui interdisent. J'ai cherché, j'ai pas trouvé, j'ai pas cherché très longtemps, mais j'ai pas trouvé. Quels sont ces pays? Peut-être par exemple en Belgique, on pourrait imaginer une ville entièrement dirigée par des Français. Mais finalement, ce serait une ville d'Europe dirigée par des Européens. Complètement, complètement. Mais tu vois, la France n'autorise pas. Donc un Italien, un Irlandais, un Polonais ne pourrait pas être maire d'une ville française, alors qu'un Français peut devenir maire d'une ville espagnole. Donc on pensait que c'était de l'ordre du fantasme et même de la politique fiction que Manuel Valls soit candidat à Barcelone. Et ben il se trouve qu'en fait apparemment ça se précise hein, et qu'il continue à rencontrer des gens à Barcelone, à animer des réseaux. Et que voilà, apparemment, il se déclarerait à la mi-juillet, donc ça lui laisserait une bonne année, une petite année pour faire campagne à partir de septembre prochain, sûrement. Il aurait dit qu'un maire français de Barcelone, ça incarnerait l'Europe. Et en fait, il a renforcé sa présence à Barcelone avec la crise indépendantiste, où en fait le gouvernement catalan a été suspendu par l'État fédéral espagnol, avec la fuite du normalement président de l'autonomie catalane, Carles Puigdemont, qui a fini par décider de ne plus être président. Et, et donc, lui, il est partisan on appelle ça l'unionisme, voilà, de l'unionisme, et il est donc contre les indépendantistes. Alors, Jean-Michel Balistique, est-ce que Barcelone est un bastion indépendantiste? Non, en fait, les villes ont moins voté pour l'indépendance que les campagnes, en fait. Il y a le Front de Mer et Barcelone ont voté pour l'Union, tandis que tout l'arrière-pays a voté pour l'indépendance. Un peu comme pour le Brexit. Un peu comme on dit, même si c'est... Oui, peut-être, mais c'était pas exactement la même chose, mais c'est vrai. Non, mais c'est la même logique, C'est la même logique. de différence entre le vote des grandes villes C'est ça. et des zones touristiques avec le reste des territoires. On a ça en France avec le vote des métropoles qui n'est pas du tout le même Bien que sûr. celui des campagnes. Sauf Et c'est pas exception. un jugement que je porte, hein, c'est une observation. J'ai bien... Oui, oui. Excuse-moi si j'ai cette impression-là. Je veux juste éviter tout malentendu. Évitons les malentendus, s'il vous plaît. Donc en fait, depuis l'automne dernier, Manuel Valls il est très présent en Catalogne, hein, où il rencontre des syndicats patronaux, et le parti Ciudadanos, hein, qui est un parti qu'on va qualifier de centre-droit. Alors j'ai des logos que j'ai transmis à Sylvain, mais pas tout de suite, mais prépare-toi parce que
il y aura je suis hyper prêt là. T'es prêt, c'est bon. Et donc voilà, il reçoit des lobbies unionistes et des élus locaux. Donc c'est ce qui fait dire aux observateurs dont nous faisons un peu partie, que cette candidature ce serait du sérieux et que en fait il va vraiment le faire. Donc c'est une situation inédite à cette échelle-là en tout cas. Et comme on avait remarqué, c'est une question qui n'est pas prévue par la Constitution et la loi française. Bon, il est probable que s'il est élu, il démissionne de son poste de député d'Evry, enfin d'Essonne, mais parce que ce serait quand même compliqué de gérer à la fois l'Assemblée nationale, ses présences à Paris, en Essonne et à Barcelone, sachant que Barcelone c'est quand même une ville de 1,6 million d'habitants, donc ça commence à être une grosse ville avec des grosses missions, hein, et donc il aura un peu de mal à gérer tout ça. C'est 1,6 million d'habitants pour 9 millions de touristes par an, hein. Ce qui contribue d'ailleurs, et c'est un des enjeux, et c'est une des raisons de l'élection de Ada Colau, l'élu actuel de Barcelone, qui a été élu sur une liste qui s'appelait Barcelone en commun, soutenue par Podemos. J'ai une photo d'Ada Colau, voilà, qui date de son élection de 2015. En fait, elle est issue des militants du droit au logement, hein, de l'équivalent du droit au logement en fait. Et d'ailleurs, elle a une réflexion assez cinglante sur la candidature de Manuel Valls, hein. Il a échoué en France, alors il vient chez nous. Voilà, c'est bienvenue Manu, hein. Bienvenue chez toi. Tu seras bien accueilli. Bon, il y a des chances que la campagne soit pas facile quand même pour lui, surtout si Ada Colau est populaire. Alors, est-ce qu'il peut gagner alors, le mode de scrutin est différent, c'est-à-dire que c'est pas la peine, c'est la proportionnelle intégrale là aussi. Euh, donc en fait, même si vous faites 23%, à la limite, vous pouvez être majoritaire. Et donc la barre est moins haute que le fait de devoir gagner à 50, quelque chose face à une autre liste qui peut agréger toutes les oppositions contre vous. Donc là, c'est un système de vote à l'européenne et pas enfin, à l'élection européenne et pas à l'élection municipale française. C'est plus proche de l'élection européenne que l'élection municipale française, exactement. À savoir que Et je c'est profite plutôt de l'instant pour reconnaître mon erreur de tout à l'heure. Merci. Ah, merci. Voilà, donc Mais en France, donc dans les élections proportionnelles, à savoir les municipales et les régionales, plutôt que de les faire une proportionnelle, on préfère mettre des prix majoritaires. Donc au municipal, si vous faites 50,1% des voix, vous avez d'emblée la moitié du conseil municipal. Donc si vous avez un conseil municipal de 40 personnes, eh bien vous avez d'emblée 20 postes, 20 sièges, plus ensuite la répartition du restant de l'autre moitié à la proportionnelle. Donc vous avez la moitié, plus la moitié de la moitié. Donc vous avez les 3/4, si vous faites 50%. Donc vous avez 20 plus 10, ça vous fait déjà 30, et après le reste distribué à l'opposition qui a fait la moitié, donc presque que comme vous, mais qui n'a que 10 élus. C'est encore plus frappant dans le cadre de triangulaire. Si vous gagnez avec, mettons, 35%, vous avez d'emblée 20 sièges sur les 40, mais ensuite vous avez quand même encore un tiers. Donc là, sur les 20, ça ferait à peu près 6. Donc vous avez donc 26 élus sur les 40. Et donc c'est une manière d'asseoir des majorités très stables et même hégémoniques, quel que soit en fait le résultat des élections. C'est pour éviter, parce que la France est traumatisée de la 4ème République par exemple, et enfin, même de la 3ème, mais surtout la 4ème République, où en fait il y avait eu de la proportionnelle pour les législatives, hein, pour les députés. Et donc forcément ça a favorisé les arrangements entre partis, et on a décidé qu'il fallait arrêter, et c'est pour ça qu'on a maintenant surtout des élections sur un siège, hein, avec ce qu'on appelle l'uninominal à 2 tours pour les élections législatives, et que pour tout ce qui est à la proportionnelle, on a mis des seuils, soit pour empêcher les petites listes d'avoir des élus, et surtout pour augmenter la prime majoritaire, et asseoir des majorités bien plus solides que si on appliquait le proportionnel intégral. ceci Solide, favorisant, mais aussi hégémonique, comme je viens de dire, et avec une minorité réduite à presque rien. c'est aussi ce qui a favorisé le bipartisme, entre autres. Exactement. Exactement. Mais bon, quand il y a 2 tours, les listes font des fusions, mais dans une élection à un tour. Enfin, c'est vrai qu'on a 2 tours d'ailleurs, parce que ça permet une liste qui ferait un certain pourcentage de fusionner et d'avoir plus d'élus que si elle restait au second tour et qu'elle était réduite à rien du tout, en faisant par exemple 16%.
Armitil. Et si vous faites 20% au second tour, mais en étant premier, vous avez aussi la majorité absolue. Oui, mais alors pour faire 20% et gagner au municipal à 20%, il faut ce qu'on appellerait une pentagulaire, hein, donc 5 listes en présence. C'est quand même plutôt rare. C'est possible. C'est possible, Mais j'ai rare. souvenir d'une élection à Fontainebleau où il y avait 7 listes au deuxième tour, dont une seule de gauche, qui a quand même perdu. Et donc 6 listes de droite qui n'avaient pas réussi à se mettre d'accord, et donc tout le monde a fait à peu près 10% en fait, sauf la liste vainqueur qui avait fait une vingtaine de pourcents, et donc tout le monde a fait entre 10 et 15 sinon, et cette liste de droite a fait toute seule face à tout le monde, avait la moitié du conseil municipal, plus un 10% de la deuxième moitié, et avait donc les mains libres pour appliquer sa politique, alors qu'elle ne réunissait finalement que 1/5 du corps électoral. Voilà. Et j'ai même. Alors oui, je disais que à Barcelone, les enjeux c'était le tourisme qui faisait pression sur les habitants, notamment via Airbnb qui a été sévèrement restreint à Barcelone. Puisque 9 millions de touristes pour une ville de 1,6 million d'habitants, c'est beaucoup, c'est toute l'année en plus. Et ça a rendu impopulaire les touristes malgré l'apport économique évident que ça peut apporter, mais la pression sur le foncier, sur les loyers, ainsi que sur en fait le type de commerce qu'il peut y avoir en centre-ville, fait que le mécontentement est très fort et qu'on peut voir partout à Barcelone des graffitis et même des affiches comme là vous avez sur l'image à côté de moi, des graffitis Tourist Go Home, où là le fait que le tourisme de masse tue le quartier. Voilà. Et c'est un des enjeux, et Ada Colau a été élue notamment là-dessus, puisque elle avait un programme très précis sur la sauvegarde du patrimoine barcelonais et le logement, avec non pas l'encadrement des loyers, mais surtout limiter les locations touristiques. Ah oui, Barcelone c'est quand même la deuxième ville du pays, hein. Voilà, la première ville étant Madrid. Tu es grisé, Sylvain? Es-tu grisé, Sylvain? Je vois que Je suis assez grisé. tu es grisé, tu es grisé par les événements. Complètement. Alors, je sais plus qui a posé la question de savoir si on voyait Valls vainqueur. Qui c'était? Parce que vous le voyez vainqueur. Alors, ah ouais, ah ouais. Alors non, je vois pas Valls vainqueur, hein. Moi, je crois juste ce que je lis, et bon, ok, apparemment, c'est à sa portée. Surtout que s'il réunit entre un cinquième et un quart des voix, ça peut suffire pour gagner. Donc, enfin, la barre est moins haute que s'il devait avoir la moitié des voix. Ciudadanos actuellement en fait est un parti que je vais présenter justement là dans les partis espagnols, est un parti qui est très très haut dans les sondages nationaux, et qui en fait sur sa position unioniste a aussi affirmé ses positions en Catalogne, aux dépens des autres partis nationaux. Ciudadanos, comme ça va me permettre de parler des partis espagnols. Il y en a beaucoup, hein, des partis en Espagne. Il y en a beaucoup parce que en plus il y a les partis régionaux. Il faut savoir que l'Espagne est une fédération en fait. Enfin, c'est un royaume bien sûr, hein. Mais ce qu'on appelle les autonomias, les autonomies espagnoles ont une autonomie justement plus grande et un pouvoir plus grand que les régions françaises. Et, euh, et donc en fait il y a des partis qui n'existent que au niveau d'une autonomie. Il y a des partis qui n'existent qu'au Baléares, d'autres qui n'existent qu'au Pays Basque ou en Extrémadure. Et oui, merci Kylian, l'Allemagne n'est pas une fédération non plus, encore que c'est la République fédérale, l'Espagne, ah merci, d'accord. Oui, c'est pas une fédération, mais je sais pas comment le dire, c'est presque un état fédéral, c'est un royaume avec des autonomies largement qui ont largement la main sur leur propre destin, sans pour autant être indépendantes. Maintenant, je ne sais pas exactement comment on pourrait qualifier cet état. S'il y a un prof de droit constitutionnel dans la salle, qu'il s'exprime, nous pourrons ainsi savoir. C'est un état central qui se centralise sur ses collectivités. Ok, bon bah merci. On n'a pas de nom pour ça alors. Donc comme j'ai commencé par Ciudadanos, alors Ciudadanos, ça existe avant La République En Marche, mais comme Jean-Michel le fait remarquer dans le chat, c'est effectivement un parti qu'on peut comparer à LREM, parce que ça s'est constitué en fait un peu comme ça. Euh,
enfin, sans sortir d'un parti existant. Ça veut dire citoyen en fait Ciudadanos, hein. C'est assez transparent comme nom. J'ai fait espagnol LV3, hein, m'en veuillez pas sur l'accent et sur les traductions. Et aujourd'hui c'est le parti qui est en tête dans les sondages. S'il y avait des élections aujourd'hui en Espagne, il est probable que Ciudadanos, dont le nom complet est Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, hein, c'est-à-dire Parti de la citoyenneté, serait en tête des élections générales espagnoles. Merci pour le catalan, Jean-Michel. C'est Ciutadans. Une jolie langue, le catalan. C'est une jolie langue. Ça me rappelle le provençal. Et ma grand-mère qui parlait le provençal. Voilà, c'était la parenthèse personnelle, si vous me permettez. Et d'ailleurs, Ciudadanos a intégré en fait en 2016 le parti de l'Alliance des libéraux et des démocrates au niveau européen, qui est en fait, Sylvain m'arrêtera si je me trompe, mais le parti européen qui avait intégré le MoDem, en tout cas le groupe au Parlement européen. Absolument. Disons l'alternative qui comprend le MoDem et l'UDI. Merci. L'UDI est en train de revoir sa position pour 2019. Bien, et bien nous serons suspendus à ça, et d'ailleurs ils ont leur congrès le 16 juin, je crois, donc on sera attentifs et on pourra même en parler. A priori, ils vont aux se rapprocher militants. du PPE de droite. D'accord, nous pourrons parler aux militants UDI qui sera invité très prochainement, mais j'en parlerai à la fin de l'émission. Pas de spoiler. Pas de spoil, non, 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 pas du tout. Je tiens en haleine le public. Alors, donc Ciudadanos aujourd'hui, c'est le parti qui est en tête, en tout cas, des intentions de vote en Espagne. Savoir que l'Espagne, donc, est un- un pays au régime très parlementaire. Il y a des sondages tout le temps, en fait, sur les élections parlementaires, puisque potentiellement, il y en a à n'importe quel moment. C'est pas comme nous, c'est tous les 5 ans, hein. Genre, des fois, les premiers ministres décident de s'aborder les parlements pour faire des élections. Bon, bah, salut, grand froid. Désolé si tu peux pas voir la fin, mais il y aura le replay. On compte sur toi. Bisous, grand froid. Soyez gentil avec lui, faites-lui des bisous. Et donc, où j'en étais sur Ciudadanos. Donc oui, et alors je dis qu'aussi c'est le parti qu'on compare à En Marche, même si c'est arrivé avant En Marche. C'est un des partis qui est vu comme un éventuel allié de la République En Marche au niveau européen, euh, puisque puisqu'ils se ressemblent beaucoup, centre droit, même ce que certains appellent le populisme de droite, c'est-à-dire pas de droite, pas de gauche, et on va faire le nouveau monde. Donc c'est l'étiquette d'ailleurs que pourrait arborer Manuel Valls à la candidature de la ville de Barcelone, et le fait qu'il soit plutôt unioniste ne serait pas un frein à Manuel Valls, puisque la ville de Barcelone n'a pas voté majoritairement pour les indépendantistes. À savoir d'ailleurs que même au niveau de l'autonomie catalane, la majorité des voix étaient pour les candidats unionistes, mais que par le jeu des circonscriptions, en fait, ce sont les indépendantistes qui ont été majoritaires au Parlement catalan, puisqu'en fait les petits territoires moins peuplés sont favorisés, sont rééquilibrés plutôt par rapport aux villes peuplées, et que c'est pour ça que les deux partis indépendantistes que sont, attendez je retrouve les noms, la gauche républicaine de Catalogne, que je vais essayer en catalan, hein, la Esquerra Republicana de Catalunya, et le Ensemble pour la Catalogne, alors là c'est plus compliqué, c'est Junts per Catalunya. Donc ce sont les deux partis qui étaient indépendants, donc qui étaient minoritaires en voix, mais majoritaires en sièges. Il y a une question de Jean-Michel Balistique qui n'est pas tout à fait dans le sujet du jour. J'ai cru voir passer ça sur le... PPE, ALDE, LDE. tout ça c'est de la droite. Pourquoi ils se coupent en deux pour faire croire qu'ils sont différents alors que c'est les mêmes en fait? Je pense qu'un jour il faudrait qu'on fasse une émission sur la différence entre le conservatisme et le libéralisme en politique. Crois-tu? Oui, c'est vrai. Je pense qu'il y a plein de choses à dire. On peut prendre l'exemple notamment du Canada, où les deux partis sont complètement différents au Parlement canadien. Alors Et si en plus il faut prendre des exemples de l'Amérique du Nord où le mot libéral n'a pas la même en signification. plus, non mais voilà, c'est plus compliqué de dire droite-gauche. encore une fois. Exactement. Non, je suis d'accord. Et surtout Il sur... peut y avoir des rapprochements économiques et complètement différents sur le social, ou sur le sociétal, ou sur l'environnement, ou sur... Mm. Voilà. Surtout si on se met à l'échelle européenne et pas seulement à l'échelle française, où en France, libéralisme est plutôt un gros mot, et c'est moins un gros mot dans d'autres pays voisins. Euh, Et donc, ça pourrait être une chose, on pourrait faire ça pour parler des élections européennes, va savoir. Par exemple. Ça pourrait être l'histoire des idées des partis politiques depuis 1789.
Vous êtes prêts pour 4 heures? Je demanderai... allez, 4 heures, on ferait après une petite vidéo YouTube. Et ensuite, il y a... Alors, je vais aller vite sur les autres parties parce que je dois avoir le temps de vous montrer Castaner qui fait son petit voyage en Eure-et-Loire quand même. Quand même. Alors, ça n'a pas la même signification partout, libéral, tube 42. Non, pas vraiment en fait. Alors, il faut savoir que le libéralisme, à l'origine, hein, c'est un mot vraiment qui signifiait la gauche. Les libéraux, si tu prends les libéraux de la fin du XVIIe siècle et du XIXe siècle, même en France d'ailleurs, sont plutôt des gens classés à gauche parce qu'ils sont pour la démocratie. Ils sont anti-monarchistes. Ils sont pour les libertés. C'est la racine de libéral. Alors que, et donc aux États-Unis, c'est resté un peu là-dessus. Les liberals, c'est mêmes, des fois, c'est carrément le synonyme de gauchiste. Dans la bouche de Trump, par exemple, quand il va dire libéral, c'est ce qu'en France, on traduirait par gauchiste. Alors qu'en France, le terme libéral a eu un glissement et qui restait limité, enfin, qui s'est limité en fait à l'économie. Et donc, en fait, si, effectivement, le libéralisme économique est plus à droite qu'à gauche, qui en France en tout cas est plus la droite et la gauche pardon est plus interventionniste. Mais tout ça c'est parce que c'est en rapport avec l'histoire des pays, l'histoire des partis. Et donc ce qui veut pas dire qu'après la gauche française était contre l'initiative individuelle, mais bon, et on peut aussi relativiser le libéralisme de droite quand la droite est plus pro-business des grosses entreprises et moins pro-PME, mais ça c'est des petites subtilités et qui pourraient être effectivement intéressants de traiter. Il ne faut pas confondre non plus libéralisme et capitalisme, mais ce n'est pas le C'est sujet vrai, du mais ce jour. n'est pas le sujet exactement. Le capitalisme étant un système économique et le libéralisme une variante du capitalisme. Non, tu m'arrêtes, Ah, c'est possible. c'est plutôt, enfin, c'est ce que j'ai comme moi lecture, mais Pour moi, le libéralisme, c'est plutôt un système politique. Enfin, un système politique, non, parce que non. Mais c'est, ouais, plus compliqué. On en voilà. reparlera dans une Bah, émission dédiée. de rien, Tube 42, écoute, c'est un plaisir de répondre. Et Desticle, voilà, c'est ce que je voulais dire quand il fallait pas forcément comparer faire chercher à faire des comparaisons trop vite avec l'Amérique du Nord. Les divisions politiques sont vraiment pas les mêmes et surtout ils ont un bipartisme, en tout cas aux États-Unis et un peu au Canada, beaucoup plus prononcé qu'en Europe. Au Par leur Canada, c'est plus tripartite. tripartisme, ouais. Si en plus on ajoute les Québécois, on finit par Sans compter les Québécois. voilà, avec les petites indépendances un peu partout, sachant qu'en plus ils ont des territoires statut spécial comme le Nunavut et peut-être une île ou deux, la Nouvelle-Écosse. Enfin, en tout cas, il faut à chaque fois juger les forces politiques en fonction du système politique qui les voit émerger. Puisque, pour prendre par exemple les écologistes, c'est plus facile pour les écologistes en Allemagne, du fait du système électoral et du fédéralisme, qu'en France, où voilà, vous faites le même score. Si vous faites 10% en France, vous n'avez aucun élu, vous en faites 10 en Allemagne, vous avez plein d'élus. Et vous pouvez aussi jeter un coup d'œil au système italien si vous comprenez quelque chose. Les seuils électoraux ne sont pas du tout les mêmes et c'est pour ça qu'on peut voir des forces émerger dans certains pays qu'on ne voit pas dans d'autres parce que le système électoral peut favoriser l'émergence de certaines forces, tout simplement. Alors, le Parti Popular, le Partido Popular, qui veut dire Parti Populaire, qui est le parti de droite espagnol, le PP, comme le donne son logo. Vas-y, grossis, hein, parce que là, il faut qu'on voit l'oiseau de la liberté, hein, qui est et la couleur bleue, qui est le bleu vraiment retenu par la plupart des partis de droite européens. Savoir que donc, et justement, on parlait du sens des mots en Europe, quand vous mettez populaire sur un parti, et c'est souvent que c'est la droite. Euh, D'ailleurs, bah, l'UMP l'avait fait, puisque c'était l'Union pour un mouvement populaire, et là-dessus, ils avaient copié en fait finalement leurs voisins européens, dont bien sûr un modèle assumé qui était ce parti espagnol, le Parti populaire. Et d'ailleurs, l'Alliance des droites européennes s'appelle le PPE, le Parti populaire européen. Donc c'est le Partido Popular, qui est le parti qu'on va qualifier de libéral conservateur. Il brasse très large, hein. Ils auraient plus de 700 000 adhérents, ce qui en fait le premier parti espagnol en nombre de membres. Et il a été fondé seulement en 1989, hein, mais en fait il est issu de la droite franquiste aussi, hein. C'est-à-dire que donc l'Espagne a été une dictature militaire jusqu'à la fin des années 70, et ce n'est qu'au début des années 80 qu'elle a fait sa transition démocratique, et aidée notamment en cela par l'Union Européenne, il faut quand même le préciser. Et donc ce parti populaire a pris dans ses rangs eh bien, des anciens franquistes, hein. Ça leur a encore reproché aujourd'hui, et parfois leurs réflexes très conservateurs, comme par exemple le fait de vouloir revenir sur le droit à l'avortement il y a 2 ans, est un signe de cette droite très conservatrice
catholiques parfois aussi, et certains nostalgiques de l'époque de la dictature de Franco. Franco qui était dictateur depuis 1936, il faut aussi le rappeler, ou 38. En tout cas, la guerre civile c'est 36, mais voilà. Donc c'est un parti qui est aujourd'hui au pouvoir en fait depuis 2011, avec son, premier ministre qui s'appelle Mariano Rajoy. Euh, et par contre, ils ont perdu des élections en 2015, notamment Madrid, Barcelone, toute l'autonomie de Valence et la communauté de Valence. Ils ont perdu des grosses régions. Et c'est pour ça que là, ils risquent en fait aujourd'hui, aux prochaines élections, de ne plus être majoritaire du tout. Et les projections sont même très pessimistes, qui pourrait même avoir moins d'élus que le parti suivant que je vais vous présenter, le Partido Socialista Obrero Espagnol, le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol. Il y a encore le mot ouvrier dedans, c'est assez unique, c'est un peu comme si le PS français s'appelait encore la section française de l'Internationale ouvrière. C'est assez intéressant. Donc, mais bon, il y a ouvrier dans le nom, mais rassurez-vous, hein, c'est une social-démocratie comme le Parti Socialiste français, hein, qui lui est voilà, qu'on qualifie de gauche, de centre-gauche social-démocrate, qui ont été au pouvoir en fait depuis le début de la démocratie espagnole, hein, c'est-à-dire 82 jusqu'à 96, soit 13 ans, hein. Et ils sont venus au pouvoir en 2004. 82 à 96, 13 ans. Ouais, mais c'est le chiffre que j'ai, mais Ça fait 14. ça fait 14 ans. Mais si tu prends les mois, ça fait 13 ans. Voilà, ça fait 13 ans. Bon, 14 ans, d'accord. Et ils sont venus au pouvoir en 2004. Et il faut savoir que 2004, c'est une élection particulière. Ils sont venus au pouvoir après les attentats à Madrid de la gare d'Atocha, qui avait fait combien, 200 morts? Je sais plus. Des attentats assez gros. Et en fait, alors que le Parti populaire devait gagner, en fait, ils avaient tout le monde accusait en fait à cet attentat l'ETA, c'est-à-dire les indépendantistes basques. Et malgré des débuts de soupçons et des preuves en fait de l'implication de terroristes islamistes, en fait, José María Aznar, donc à l'époque Premier ministre, avait continué à faire endosser tout ça aux Basques. Et en fait, quand ça a éclaté quelques jours seulement avant les élections, il y a eu des manifestations monstres en fait. Et les socialistes ont gagné, et c'était pas du tout prévu. Et c'est effectivement Zapatero qui est devenu Premier ministre. Et on avait à l'époque parlé même de Ségolène Royal en Zapatera. Voilà, c'est pour vous dire que tout ça, tous ces pays se nourrissent les uns les autres en fait de leurs défaites et de leurs victoires. Et aujourd'hui, le PSOE n'a plus que 67 députés en fait, depuis 2016. Ils sont ce qu'on pourrait dire au fond du trou, euh, durement concurrencés par Podemos. Alors Podemos, qui est une histoire intéressante aussi, qui est plus récent, qui est beaucoup plus récent. Ça parle de brasserie dans le chat, je comprends pas. J'ai dû rater quelque chose. J'attends le logo Podemos en fait, hein, excusez-moi. Oui, mais vas-y, Alors en vas-y, français, parce que Podemos ça veut dire, hein, espagnol LV2 s'il vous plaît, là, nous pouvons. Et apparemment son nom en catalan c'est Podem, et en basque, Ahal Dougou. Merci Wikipédia. Donc en fait ça existe depuis seulement en janvier 2014, et le secrétaire général de ce parti est Pablo Iglesias, qui d'ailleurs est au centre d'une polémique qui s'est terminée puisque son parti l'a soutenu à la majorité, mais qui a emprunté de l'argent auprès d'une banque pour acheter une maison à 600 000 euros. 600 000, hein, c'est ça? Ou 300 000? je sais plus. Une maison dans la banlieue lointaine, éloignée de Madrid, avec sa femme qui est d'ailleurs porte-parole du parti. Bon. Et comme ils vont avoir un enfant, ils voulaient plus d'espace. Non, Tube 42, je parlais pas de moi, LV3, LV2, hein, je parlais de vous. Hein, je pense que la majorité du public a pris espagnol en LV2. Donc c'est à vous que je parlais. Moi, j'ai toujours été en LV3 en espagnol. Et mais je regrette rien, mais je sais toujours pas parler espagnol par contre. Mais pas plus allemand non plus que j'ai fait en LV2 quoi. Et en fait, ils ont des députés, et ils sont au sein d'une union qui s'appelle Unidos Podemos, qui signifie donc ensemble nous pouvons, mais le parti c'est Podemos. C'est un peu comme la France Insoumise qui est aussi
qui a aussi des alliés comme Ensemble, qui est en fait un petit parti qui a à sa tête Clémentine Autain, si je ne m'abuse, euh, et dont fait partie aussi Danielle Obono, une autre députée de la France Insoumise. Et ce parti, en fait, il est issu des mouvements des indignés ou indignados. Ah, je montre mon bilinguisme avec brio aujourd'hui. Donc les Indignados qui avaient occupé la Puerta del Sol en 2011, la Puerta del Sol qui est une place à Madrid, dont le slogan était Democracia Real Ya. Euh, donc un mouvement d'occupation des places qui avait fait ensuite beaucoup de petits, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu Occupy aux États-Unis, Occupy Wall Street, et des petits Occupy un peu partout aux États-Unis. Et en France, ça a donné au bout du bout Nuit debout, avec beaucoup moins par contre de succès politique, mais voilà ce mode d'occupation des places qui est quelque chose qui a fait des petits et qui a aussi été une inspiration pour les occupations de place des printemps arabes. La place Tahrir notamment en Égypte et les occupations des rues en Tunisie. Ça a moins bien marché en Syrie parce que après, eh bien, Bachar a tiré à balles réelles sur les manifestants, ce qui ne s'est pas passé en Égypte, enfin du moins pas à la même échelle. Donc il y a aussi deux partis indépendantistes catalans très puissants puisqu'ils sont majoritaires à l'Assemblée catalane, et je parle de cela parce qu'on a parlé de Barcelone. Donc il y a ce qui s'appelle la gauche républicaine de Catalogne, hein, qui a été créée en 1931 et qui, comme son l'indique, est une gauche républicaine. On pourrait croire, d'un point de vue français, quand on se dit républicain, ouh, il passe pas bien le logo par contre là, c'est dommage. Mets-le sur moi, ah, superbe. Euh, En fait, ils se disent républicains parce que simplement, si la Catalogne devient indépendante, ça devient une république. Alors qu'évidemment, ouais, vous savez, l'Espagne est une monarchie constitutionnelle. Et ensuite, un autre parti, donc Junts per Catalunya, qui a un logo vachement plus joli, moins daté années 80. J'ai très peur du rendu. Ah non, c'est bon. Non, c'est bon, magnifique. Je crois qu'il est déformé par contre, mais c'est pas ta faute. Je crois que j'ai pris. Ouais. Mais il fait un peu vieillot, on dirait un truc de 98 en fait. Et lui, en fait, qui est un parti plus récent et qui est une coalition de personnalités indépendantistes qui a été fondée par le Parti démocrate européen catalan, avec des personnalités diverses et variées. Et c'est de ce parti qu'est issu Karl Puigdemont, qui est l'indépendantiste à la coupe au bol le plus célèbre d'Europe. Voilà, 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 ça c'est la fin, c'est fini pour les partis catalans et notre ami Manuel Valls qui en fait serait un cadeau de la France à la Catalogne, hein, je crois qu'on peut le dire. Les partis se font des cadeaux, les pays se font des cadeaux et je crois que la France pourrait s'honorer à offrir Manuel Valls à l'Espagne. Ce serait en train de déraper. Je sais pas ce que vous en pensez. Et en tout cas, il manquerait beaucoup aux Évriens, je crois. Je crois. Je crois qu'on peut le dire. Qu'est-ce qu'il a dit, Pablo Iglesias? Est-ce que l'on peut confier les rênes du pays à quelqu'un qui dépense 600 000 euros dans une maison? Exactement, il avait dit ça contre un opposant politique et se retrouve aujourd'hui dans la même situation. Donc c'est pour ça qu'il me vient une idée, une citation en tête, c'est que quand on monte au cocotier, il vaut mieux avoir une culotte propre. Bah, je reste poli. Mais ce pauvre Pablo Iglesias a le droit d'acheter une maison, hein. Ce qui a été reproché, c'est en fait le décalage entre la simplicité affichée et revendiquée et demandée à tout le monde et la somme en jeu, et aussi le fait qu'ils aillent prendre une énorme maison loin de tout, en banlieue, plutôt que de rester en centre-ville. Voilà. Personne ne leur demande de vivre dans un quartier pauvre et sale, mais par contre, ils auraient peut-être pu éviter d'en faire des tonnes sur les demandes aux autres, et c'est ça qui leur a été reproché. Mais un vote interne au parti leur a assuré le soutien du parti, donc tout est bien, qui finit bien pour Pablos et sa femme, dont le nom m'échappe, mais c'est la porte-parole du parti quand même, et elle est actuellement enceinte, donc ils vont bientôt avoir un enfant. Bravo à eux quand même. C'est un gros événement dans la vie. Alors, on va passer à Castaner. Castaner, Casta, comme on l'appelle. Enfin non, comme apparemment il faut l'appeler. Alors, l'Auvergne à Terrelou. Alors, Valls se présente-t-il à Barcelone ou pas? Alors, on pense que oui. On pense que oui, que Valls va se présenter à Barcelone et qu'il y a plein de signaux en fait qui montrent qu'il va se présenter. Il est actif dans la ville. Il est, euh, il rencontre des tas de réseaux, de têtes de réseau. Il devrait avoir l'investiture du parti Ciudadanos et donc ça devrait se faire. Manuel Valls, candidat dans une ville hors de France pour les municipales de 2019. Voilà. Bon, allez, il nous reste pas tant de temps que ça. En fait, on va passer à Castaner, qui, savez-vous,
est parti 72 heures en Eure-et-Loire. Alors en fait c'est très courageux de sa part, hein, faut quand même le dire. Ils ont tiré une vidéo de 20 minutes que j'ai regardée hier soir. Donc j'aimerais que vous saluiez ce courage d'avoir regardé cette vidéo. Je l'ai regardée en x2 par contre, hein. En plus c'est sous-titré donc c'était très facile à regarder en double vitesse. Euh, donc Castaner est directeur général de La République En Marche, hein, l'équivalent de secrétaire national, c'est le chef du parti. Et il est aussi ministre des Relations avec le Parlement. Et il est parti 3 jours pour parcourir le département d'Eure-et-Loire. Donc pourquoi pas, hein. Il est parti, comme il le dit, sans journaliste, mais par contre avec beaucoup de caméras et 2 voitures. C'est-à-dire que c'est une balade quand même bien organisée, hein. Chaque rencontre est programmée. Il rencontre un éleveur de poulets, une hôtelière, il visite aussi une maison d'accueil d'enfants handicapés, il rencontre des étudiants en BTS qui font un drone agricole, il va sur des marchés, il rencontre des maires, et ils sont bien en 2 voitures. Alors comme le dit Jean-Michel Balistique, il y a peut-être du matériel à Malaise TV, hein, qui est ce compte Twitter qui recueille des moments très malaises à la télé, mais pas tant que ça en fait, comme c'est très très bien fait. Le malaise il n'existe pas trop, ils ont plutôt fait un beau travail de montage. Alors, à quoi sert cette visite? Alors là je vais vous montrer un court extrait où il rencontre un maire qui lui présente une épicerie communale. L'enjeu de ce genre de visite, en fait, étant de dégager des moments de vérité où Castaner va découvrir un truc qui marche et où il explique qu'il va faire remonter tout ça au plus haut niveau pour peut-être qu'il y ait généralisation de cet exemple. Qui marche quelque part, donc qui pourrait marcher ailleurs. Est-ce que tu peux balancer Il faudrait que tu te mettes en plein écran par contre. Alors, En fait, t'as qu'une seule fenêtre à ton écran. d'accord, c'est parti. Attends, je vais cliquer sur la vidéo déjà. Voilà, et je mets en plein écran. Ah merde. Alors, ça s'appelle réduire sa Oui, fenêtre. ça va, merci. Voilà, alors. Par contre, on n'a peut-être pas de son. Non mais pour l'instant c'est normal. D'accord. Mais il faut vraiment mettre en plein écran La vidéo aussi? Ouais. Ok, vas-y. Et je sais, on fait un test, on se verra si le C'est son un test en fonctionne. live, ça passe pas, tant pis, c'est pas grave. Oh! Je peux appuyer sur lecture? Tu peux appuyer sur lecture. Bon. Donc on Et a pas donc de là, son, c'est pas grave, tu vas pouvoir parler comme ça. Castaner visite en fait une épicerie de quartier, enfin de village de 300 habitants, qui fait aussi bureau de poste. Et donc le maire explique face à la propriétaire qui gère cette épicerie municipale en fait, et l'activité postale, quel est leur chiffre d'affaires mensuel, combien de personnes viennent chaque jour. Et donc après, Castaner va se livrer à un discours sur voilà, ce genre d'expérience qui est très très bien, qui peut les faire remonter et que même c'est un service public et qu'on ne se pose pas la question du coup. Voilà, c'est très drôle en fait parce qu'il va dire que s'il y a du déficit sur une activité de bien commun, disons, de service public, c'est pas très grave parce qu'en fait finalement on ne se pose pas la question du coût d'un jardinier, puisqu'on voit que c'est utile, et en fait on ne se pose pas la question du coût. Voilà, c'est là à ce moment-là, il dit que, voilà, que ça perd de l'argent, mais que c'est un service public et que c'est pas grave, et qu'on ne se pose pas la question si un service perd un peu d'argent. Et alors écoutez, moi j'ai travaillé en collectivité territoriale, et je peux vous assurer, on va arrêter hein, Sylvain, je peux vous assurer que la question du coût d'un service, eh bien, on se la pose en mairie, et qu'un service est largement déficitaire, eh bien, on va faire en sorte qu'il le soit moins quand même, parce que ça peut poser problème, hein. Le coût oui, mais la rentabilité c'est autre chose. Ah, la rentabilité c'est autre chose, mais si un service est largement déficitaire, on peut peut-être se poser des questions. Alors, toute cette vidéo est, enfin, disons que la façon dont Castaner le dit, c'est assez bizarre. Il fait comme si que ça perd de l'argent, c'est pas grave, alors que quand même ça peut être un petit problème. Alors, au fond, ce qui était interdit, ce n'est pas le fait qu'un service soit déficitaire, c'est que une ville présente un budget déficitaire. Voilà, c'est ça. Tu peux avoir des services enfin, qui te rapportent pas d'argent, de toute façon c'est pas la question, une ville ne fait pas de bénéfices, mais par contre tu ne peux pas prendre un budget en déséquilibre, par contre tu peux avoir un service qui perd de l'argent. Alors Desticle remarque qu'il porte une écharpe, oui en plus il a une hernie discale le pauvre, donc parfois il se met une minerve pour soulager son cou, notamment dans les transports en voiture. Et c'est là qu'on voit qu'il y a 2 voitures, parce que parfois la voiture est filmée de l'extérieur, et c'est bien fichu parce qu'on ne voit jamais les autres cadreurs. Donc c'est là qu'on voit que c'est travaillé, puisque il est peu probable qu'on puisse improviser le fait qu'un cadreur ne cadre pas l'autre et qu'on voit jamais ni un micro ni une autre caméra. Donc ça veut dire qu'il passe du temps à mettre en place les moments de rencontre
de rencontre avec les vrais gens, que ce soit en extérieur ou en intérieur. On ne voit jamais l'autre caméra, c'est assez bien fichu. Soit c'est coupé au montage, soit c'est travaillé en amont, et ça je peux vous dire que Ou les deux. c'est du travail. Et sûrement les deux d'ailleurs. Sûrement les deux. Parce que même par exemple si vous regardez, vous allez me dire bravo l'exemple, mais si vous regardez euh, Fort Boyard, et ben vous voyez qu'ils ne peuvent pas toujours couper les caméras, alors que c'est tout à fait monté et que parfois on voit des caméras qui suivent les gens. Et ben vous n'avez pas ça avec Castaner, vous voyez jamais la deuxième voiture, vous voyez jamais la deuxième caméra. Voilà, c'est assez drôle. Donc évidemment, c'est assez étonnant. Les élus, les gens rencontrés n'ont tous qu'un prénom. Même les députés, hein, même les maires, c'est Guillaume, c'est Lucina, c'est Nadine, on ne connaît jamais leur nom de famille. C'est assez particulier, c'est comme si on était toute une bande de copains. Et je sais pas si on a un peu de temps, mais c'est dommage, il n'y a pas le son parce qu'à la fin, Castaner nous livre une pensée qui est pas si ridicule que Bah, ça. il y a les sous-titres, hein. Donc Et on suite à peut pour le la mettre. mettre, alors ouais, sur la subjectivité militante que j'ai Ah, trouvé plutôt. t'as pas préparé ton écran? Non, non, pas encore, excuse-moi. Par Bon, contre, je tiens à dire que j'avais préparé les liens avec le, comment on appelle ça? Le marqueur du temps, donc j'arrive directement sur le minutage, quoi. Voilà, mais tu prépares ton travail pour toi et mon pas travail pour a moi, été quoi, en préparé, fait. voilà. Donc là, c'est l'instant confession à la fin. Vous voyez, on voit la ville de Chartres, hein, si je me trompe pas. Voilà, donc il explique qu'il vit finalement dans une bulle de son travail de ministre, hein, sa vie de ministre et de dirigeant de parti. Donc là, vous voyez que la voiture où il est, c'est le Peugeot en face. Et donc il est filmé d'une autre voiture, hein, c'est assez évident, peut-être une moto sinon. Et là, vous avez une caméra à l'intérieur du combi. Il explique que son dialogue en fait est éternellement avec d'autres militants et les journalistes. Et qu'on peut très très bien se dire que la vie c'est ça, c'est les questions qu'on nous pose entre personnes d'accord entre elles et journalistes. Et que tout ça conduit à de la subjectivité. Et il assume cette subjectivité militante et qu'il est important qu'en tant que militant et encore plus ministre, hein, enfin des gens qui travaillent dans la politique, puissent un jour quand même, enfin de temps en temps, rester en contact avec le réel. Alors ce serait mieux d'y être tout le temps, mais que bon, lui, évidemment, comme il est ministre et tout le temps dans des cabinets, il va faire voilà la métaphore du téléphone portable qui a besoin de se recharger, et sa recharge, eh bien c'est le contact avec le réel. Vous pouvez apprécier la métaphore. Donc sa prise de contact, sa prise de courant, c'est l'Eure-et-Loir récemment, et que peut-être il fera d'autres comment ça s'appelle, d'autres immersions 72 heures comme ça avec le hashtag que vous pouvez voir, d'autres immersions dans le vrai en Eure-et-Loir, peut-être chez lui à Fort-Calquier dans les Alpes d'Haute-Provence, puisque il n'est pas du tout issu de l'Eure-et-Loir. Castaner, hein, il a été élu dans les Alpes de Haute-Provence, à Fort-Calquier, qui est apparemment un très très beau village des Alpes. Euh, mais voilà, où ira-t-il la prochaine fois? Je ne sais pas. Il y aura-t-il toujours ce format 112 heures? Et c'est un storytelling. Alors, est-ce qu'il fait ça en tant que ministre ou dirigeant de parti? Je ne sais pas. Je pense qu'il c'est plus son côté dirigeant de parti là, même si c'est difficile de faire la part des deux choses. Et voilà, donc je n'ai pas vu Baron Noir, donc je sais pas si ça ressemble à Baron Noir. Je faut absolument que je vois cette série, au moins la première saison. Et voilà. Il a rechargé ses batteries et il peut retourner travailler à la capitale. Voilà, voilà. Je voulais vous montrer ça. C'est une action de communication du parti En Marche, hein. Je sais pas très bien ce que ça donne, si ça prend vraiment. La vidéo, elle a pas des statistiques si ridicules, hein, de vues. Attendez, je regarde juste là, pour pas me dire de bêtises. Bon, 8700 vues, c'est pas énorme, mais c'est pas ridicule non plus. Cela dit, on assure une grosse promo. Mais bon, on verra si ça prend. Pourquoi pas? Il y a peut-être beaucoup de caméras pour que ça fasse vraiment sincère, hein. C'est peut-être qu'il faudrait faire ça de manière un peu moins préparée, avec un peu moins de caméras. C'est nul à chier, nous dit Gnou. Bon, peut-être. Ouais, j'espère que le ministère ne paie pas la pub de Castaner, hein, comme un livre promu par une ministre. Mais on verra s'il y a des rééditions de ce 72 heures. Voilà, alors écoutez, avant de vous dire au revoir, je tiens à vous dire que je suis assez content parce que la semaine prochaine, nous allons commencer à avoir des invités militants. Donc des militants
de partis qui viendront vous expliquer ce qu'ils font, pourquoi ils sont à ce parti, comment ils le font, pourquoi, dans quelle étagère, etc. Donc il reste 6 jeudis avant la fin, 6 jeudis, voilà, avant la fin de la saison et j'ai déjà pu boucler 4 militants de 4 partis différents. Donc nous aurons jeudi prochain qui ouvrira le bal de mes questions et surtout de vos questions, chers téléspectateurs. Un militant de Les Républicains jeudi prochain. Ensuite, le 14 juin, nous aurons un militant de l'UDI qui pourra ainsi nous expliquer les enjeux de l'UDI et quel est ce parti. Le 21 juin, nous aurons une militante de Génération. Et enfin, le 5 juillet, dans ceux déjà réservés, un militant de La République En Marche. Donc j'espère avoir aussi des militants et ou des militantes verts, socialistes ou de la France Insoumise. Peut-être UNPA, alors il faudrait que quelqu'un réponde en fait. Parce que j'ai lancé des messages, j'ai eu surtout des retours de, par exemple, Génération, c'est grâce à Twitter. Voilà, mais on verra. En tout cas, si j'ai ça, l'équilibre gauche-droite sera à peu près respecté. Et ce ne sera pas l'émission entière avec le militant, hein. Ce serait surtout une demi-heure, peut-être un peu plus, faudra voir ce qui se donne avec le temps, avec le militant, pour que cette personne ne soit pas sur le grill pendant 1h30. Et le militant, alors oui, Armitil, je préférais que la personne soit sur place, donc si tu connais des gens en Ile-de-France qui sont capables de venir un jeudi après-midi à Paris, enfin en tout cas au studio, ça m'intéresse. Après, si Jean-Michel Baissy, tu connais un trotskiste prêt à venir répondre à des questions sur c'est quoi être militant trotskiste, je veux bien. Donc cette personne sait comment me contacter, ça peut être sur Twitter ou en passant par Acropolis, hein, mettons. Et moi, je recevrai avec plaisir un militant du NPA. Pourquoi pas? Ah bah Armitil, très bien. Tu dis que des camarades, c'est de quel parti parles-tu, Armitil? Est-ce que c'est camarades, c'est forcément à gauche, hein, donc est-ce que c'est le communiste? Est-ce que c'est des communistes? Est-ce que ce sont des socialistes? Ou des insoumis? C'est un très joli mot, camarade. Moi, j'aime beaucoup. PCF, très bien, Armitil. Bah pourquoi pas, un militant PCF. Ok. Non, à Paris, au fût, tous les militants sont pas de gauche à Paris. Il y a quand même la droite à Paris, hein, tu sais. Dans l'Ouest, il reste des militants de droite. Et il y a aussi des militants de En Marche. Dans le 5e arrondissement, il y a aussi des gens de droite. Des électeurs de droite. Des électeurs de droite. Des militants, je sais pas. Des électeurs à vomir, selon... C'était Henri Guénaud qui avait dit ça. Oui, le pauvre. C'était tellement disproportionné comme réaction. Sa défaite électorale. Un tout petit peu, un tout petit peu. Eh bien écoutez, il est presque 16h. L'heure de vous dire au revoir, de saluer le très beau travail de la régie, de Sylvain et de Raphaël. Merci à eux, voilà, pouce en l'air. Hein. Le monsieur te dit merci. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis rendez-vous en ce qui me concerne la semaine prochaine. Je me suis noté de ne pas oublier, donc de vous dire aussi, oui, de noter vos questions pour donc Cédric, qui sera le militant Les Républicains. Ce soir, normalement à 21h, c'est la libre antenne avec Jean, hein, qui sera reposé d'ici là, je crois, puisqu'il me semble qu'il fait, voilà, c'est ça, il se repose les yeux. On est sur une phase de ma sieste. Ma sieste, voilà. Donc rendez-vous à Acropolis à 21h ce soir, même endroit. J'ai dit les spectateurs, effectivement je suis en 1995, il y aura le logo de TF1 en bas à gauche, et une mire après avec une speakerine qui vous annoncera le programme. Voilà. Et bien, à la semaine prochaine, à jeudi prochain. Je vous retrouverai avec plaisir. Salut!